Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel. Je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 083 sur jongler affaires et sport avec Philippe Bussière. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Philippe Bussière, le fondateur de l'agence Fort36, spécialisée en CRM, Customer Relationship Management en anglais ou gestion de la relation client en français, ainsi qu'en marketing automatisé. Les objectifs de Fort36, aider les entrepreneurs à attirer les bonnes personnes sur leur site web et les convertir en clients durables. En plus d'avoir le titre d'entrepreneur, Philippe Bussière peut également se vanter d'avoir réalisé un demi-Ironman, une épreuve composée de 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Philippe Bussière. Salut Philippe, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci beaucoup à toi d'avoir accepté. Puis, on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton parcours sportif? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire un Ironman? OK. Tout de suite en partant, je veux juste setter les attentes. J'ai pas eu la chance de me faire dire Philippe Bussière, you are an Ironman. J'ai fait un demi-Ironman. Je vais pas diminuer mes exploits, mais dans le milieu, il y a une très grande différence. Puis je veux dire, dans la performance aussi, il y a une très grande différence. Mais c'est ça, j'ai fait un demi-Ironman et j'en suis pas moins fier. J'ai toujours l'objectif de faire un Ironman complet, mais c'est pas encore, disons que c'est encore sur ma bucket list, comme on dit en bon français. Et puis, en fait, mon parcours sportif, il y a environ 11 ans, ma femme m'a dit tu devrais aller courir. Elle avait commencé à courir elle-même, puis elle m'a dit « Philippe, tu devrais courir, ça te ferait du bien, tu fais plus beaucoup d'exercices. » On avait 2 enfants à l'époque. Et puis j'ai commencé à aller courir là, avec des Bermudas longs, des espadrilles que j'utilisais pour jouer au hockey cossum en gymnase. Et puis, en fait, j'ai aimé ça. Puis, j'ai rapidement monté mon volume de kilomètres. Là, je me suis rapidement rendu à une dizaine de kilomètres. Puis là, j'ai commencé à réfléchir à mieux m'équiper. En fait, ma blonde a pensé à mieux m'équiper. Elle a fini par m'acheter des shorts. Puis les t-shirts, j'étais bien servi. Mais j'ai fini surtout par aller m'acheter des nouveaux espadrilles. Puis, rapidement, je me suis mis à courir beaucoup, à m'inscrire à des compétitions. Donc, en dedans de, je dirais... 2 ou 3 ans, là, j'avais fait quelques demi-marathons, un marathon complet à l'époque où ma 3e fille est arrivée. Là, elle était toute petite. Je m'entraînais pour faire un marathon complet. Et puis, parallèlement à ça, à l'époque, là, j'avais une job qui était pas... en fait, qui était pas ma job de rêve. Et puis, j'ai quitté mon emploi pour devenir entrepreneur. Et puis, en même temps, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, hey, je suis entrepreneur. Mon horaire est libre, donc je peux me permettre de m'entraîner à fond puis de devenir un Ironman. Donc, j'ai quitté un emploi où j'étais très bien payé dans le milieu paragouvernemental. Je me suis lancé à mon compte, puis en même temps, je me suis dit, je vais faire un demi-Ironman. Donc,
je me suis mis à m'entraîner au vélo, à la course, puis à la natation. Et puis, en fait, j'avais des super beaux objectifs pour mon demi-Ironman, puis je me bloquais du temps pour faire mes entraînements. Ça allait super bien. Mais en même temps, je démarrais une entreprise, puis là, j'avais pas d'objectif, puis je faisais un petit peu de n'importe quoi. J'ai eu au niveau sportif, ça a comme fait ça comme ça, puis au niveau professionnel, ça a fait ça comme ça. Je me suis planté au niveau professionnel au niveau de ma première business, si on veut, ou de la première version de ma business, mais au niveau des accomplissements sportifs, là, j'étais vraiment au top. Je m'étais fixé un objectif de 6 heures pour mon premier demi-Ironman, puis je l'ai fait en 6h02, 6h03. Donc après ça, ça a vraiment... j'ai été obligé de reprendre un peu mes affaires en main. En fait, je me suis retrouvé une job. J'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire. J'ai continué à faire des triathlons on the side, puis à courir, évidemment. Puis finalement, j'ai trouvé ma voie en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai fait ça plus au détriment de l'entraînement. Ça fait que là, l'entraînement, en fait, j'étais blessé, j'avais mal un peu partout. Puis là, j'ai comme mis ça un peu de côté pendant quelques années. Puis là, mon entreprise a repris du galon. Puis là, tranquillement, depuis 1 an ou 2, là, je suis revenu à la course beaucoup plus. Puis j'ai pas autant de temps à y consacrer. Puis là, je cherche à mieux me structurer pour retrouver en fait tout le plaisir que j'avais à courir puis à faire des triathlons que j'ai comme perdu quelque part en cours de route. On va aller du côté entrepreneurial très bientôt, mais juste avant, quel a été ton plus grand défi que tu penses jusqu'ici du point de vue sportif? Puis qu'est-ce que cela t'a apporté pour la suite? Oh. Excellente question. Le plus grand défi, là, si on le prend là, en général au niveau sportif, là, le plus grand défi, ça a été de concilier le travail puis la famille. Non, pas le travail, mais l'entraînement et la famille. Puis d'avoir du temps parce que quand tu t'entraînes pour faire du triathlon, même si c'est juste un triathlon olympique ou même un marathon, plus ça va, plus tes sorties sont longues. Ça fait que si un mardi, il faut que tu sortes puis que tu cours 90 minutes, ben calcule un 15 minutes à te préparer, un 15 minutes en revenant, puis ça, c'est un minimum juste pour être bien prêt. Mais si tu veux faire des échauffements, si tu veux faire un peu de musculation, si tu veux t'étirer comme il faut, une sortie de 90 minutes, ça devient rapidement un 2-3 heures. Donc, d'essayer de faire rentrer ça dans l'horaire, puis que tout le monde soit satisfait ou au moins que tu puisses avoir une bonne présence à la maison, ça a été un bon défi, mais tu sais, en même temps, c'est inspirant pour les enfants, puis je pense que souvent ma blonde vient avec les enfants là, dans les événements, puis c'est toujours le fun, mais c'est tous les entraînements avant ça sont un défi. Puis personnellement, à un moment donné, quand tu t'entraînes, moi, je m'étais fixé de toujours avoir une journée de congé dans ma semaine d'entraînement. Puis c'était le vendredi, je pense. Mais à un moment donné, j'étais écœuré de m'entraîner. Je trouvais ça difficile parce que j'en menais large. J'ai 3 enfants, j'avais mon entreprise, j'ai ma blonde, puis là, je m'entraîne, puis je suis souvent pas là, etc. Donc ça a été un gros défi. Mais si on le prend en termes d'épreuve, j'ai été brillant. Moi, l'été où j'ai fait mon demi-Ironman, c'était au mois de mai ou juin à peu près. Je me suis dit, je suis au top de ma forme de toute ma vie. Je m'étais inscrit au Marathon de Québec à la fin de l'été. Donc, mois de juin, je fais mon demi-Ironman, puis je maintiens mes efforts, puis je continue jusqu'au Marathon à Québec. Et le marathon à Québec, c'était à l'époque, c'était à la 3e semaine d'août, je pense, c'était en pleine canicule. Et je me rappelle à la fin, j'étais chez des amis à Québec, puis tu sais, le demi-Ironman, c'était des peanuts à côté du marathon que je viens de réaliser. Ça a été une souffrance, pas une grosse souffrance, mais il y avait la moitié du marathon en plein soleil
du côté de Québec, là, une fois qu'on traverse le pont de Québec au marathon, tu es sur le boulevard Champlain, puis il y a le soleil qui plombe sur l'asphalte. Il faisait vraiment, vraiment chaud. Ça a été difficile. Je l'ai terminé en dessous des 4 heures. C'était ça mon objectif, mais à la fin de ça, là, j'étais vraiment à terre, puis ça a été vraiment le plus gros défi que j'ai eu au niveau des courses. Parce qu'en effet, parce qu'un demi-Ironman, ça représente quand même, c'est 1,9 km de nage, c'est 90 km de vélo, c'est un demi-marathon, donc 21,1 km. Mm-hmm. Et à Québec, c'est ça. Mais depuis, je pense justement cette année-là où il a fait super chaud, je pense qu'il annonçait comme du 40 degrés. Mm-hmm. Petite anecdote, mon père aussi l'a fait cette année-là, donc il disait aussi que qu'il faisait très, très chaud. Depuis ce temps-là, ils l'ont reporté au mois d'octobre, donc uniquement à Québec. Donc, je pense qu'ils ont appris également. Oui, c'est ça, ils ont appris de cette année-là. Puis, tu disais que c'est ça, c'était difficile d'essayer de combiner tout ça. Puis c'est aussi le défi pour plusieurs personnes de combiner la famille, de combiner, c'est ça, avoir du temps pour son conjointe, pour son entreprise et également pour s'entraîner. Est-ce que tu as des outils ou comment au final tu t'arranges justement pour essayer que tout ça fonctionne bien ensemble? Je vais être hyper concret dans ma réponse. Moi, les choses que je faisais, c'est je partais tôt le matin. Comme quand j'avais des 90-100 km en montant de vélo à faire, c'est 2h30, 3 heures facile. Je me levais à 5 heures du matin, j'avais tout mon linge de prêt à côté de moi, puis je partais tout de suite comme ça. Vers 9 heures, j'étais revenu à la maison, puis j'étais fonctionnel, puis j'étais prêt à passer la journée en famille. Bon, j'étais un peu épuisé physiquement, mais bon, la tête est là, et puis ça te permet de vivre, de faire ta journée au complet. Ça a été un des trucs, mais ça c'est pas toujours possible, mais d'essayer de faire les entraînements le matin de bonne heure, pour moi, ça a été une bonne chose. Par opposition à faire ça le soir. Moi, le soir, aller courir, par exemple, le soir, c'est beaucoup plus difficile. Les jambes sont lourdes. Puis je passe souvent mes journées assis, donc c'est plus difficile. Puis sinon, tu peux pas avoir un agenda d'entraînement d'un côté puis un agenda de job de l'autre. Moi, j'ai fonctionné de même longtemps. J'avais mes feuilles avec mes durées d'entraînement d'un côté, puis j'avais ça là, puis j'avais mon agenda de travail de l'autre. Puis là, t'as un mardi, ta journée est complète, tu fais comme, hey, mais j'ai 1h45 de course à faire, ça ne fit pas pantoute. Puis là, tu te mets à skipper des entraînements. Donc, maintenant, je fais ma planification au quotidien. Puis quand j'ai de la course cette journée-là, je le mets dans mon agenda. Ça a l'air niaiseux, c'est de le distinguer les deux comme ça, c'est difficile à concilier. Après ça, de le rentrer à la même place de ton planning de la journée, c'est une deuxième étape. Mais après ça, c'est de ne pas le sacrifier qui devient aussi difficile, surtout en tant qu'entrepreneur. Tu vas toujours penser que tu as quelque chose de plus important à faire dans ta job versus ton entraînement, mais c'est tout le bénéfice de t'entraîner qu'on laisse tomber dans ce temps-là. C'est, je veux dire, le niveau de concentration ou moi, quand je cours, je réfléchis beaucoup. J'ai de la musique qui joue, mais on dirait que je l'entends jamais vraiment. Je réfléchis, je pense à des affaires, à des situations, je règle des choses dans ma tête, puis je reviens avec une vision plus claire. Donc, de ne pas hésiter à prendre le temps de le faire aussi, pour moi, c'est bien important. Parce que sinon, je veux dire, tu l'as sûrement déjà entendu, toi aussi, Amélie, mais je veux dire, je connais des gens qui travaillent des 100, 120 heures semaine. C'est pas vrai qu'on est fonctionnel 100 heures par semaine. C'est impossible. On fait des erreurs, on se plante, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, je préfère réduire mes heures puis prendre du temps pour le mental en m'entraînant. C'est vraiment effectivement une très, très bonne idée pour éviter perte de contrôle et justement se laisser aller. Tu parlais que tu avais lancé une première entreprise, ça avait plus ou moins bien été. Par la suite, tu as lancé ton entreprise que tu as toujours, donc Fort 36, lancé en octobre 2013. Oui. Comment justement tout ça s'est bâti, en fait, le processus de création, l'idée du nom, puis comment tout ça va depuis justement les 7 dernières années?
Good. Ben écoute, moi, je me suis parti en affaires un peu sur un coup de tête. J'avais une job depuis presque 10 ans, comme je disais tout à l'heure. J'étais assez bien payé. J'étais directeur des communications pour les Offices jeunesse internationaux du Québec. C'est un job que j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup. J'ai connu beaucoup de monde. Ça m'a même donné la chance de voyager un petit peu. Mais ma job devenait très, très politique et très, très technique au niveau informatique en même temps. Puis moi, je tendais à aller beaucoup plus vers le côté technique au niveau des technologies marketing. Puis la job me tirait de plus en plus vers le politique. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, OK, j'ai un choix à faire. Puis quand j'ai démissionné, mon patron m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai dit, je me lance en affaires. Tu sais, c'est comme, c'est sorti de même. Mais c'était pas super planifié, mais j'avais déjà, tu sais, beaucoup de connaissances. Je savais déjà faire des sites web, je connaissais déjà WordPress, je connaissais le référencement SEO, je connaissais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis je conseillais déjà des entrepreneurs à gauche, à droite, là, des amis pour le plaisir. Donc, je me suis parti une entreprise. Mon nom, Fort36, ça veut pas dire grand-chose. En fait, j'ai trouvé le nom, puis après, je me suis mis à inventer des significations. Mais j'aimais l'idée du phare qui est là pour guider les clients, si tu veux. Puis le 36 est juste venu parce que tout ce que je cherchais comme phare.com ou phare.ca ou lephare.com, etc., était toujours pris. Puis là, je voyais des suggestions passer, puis il me rajoutait des chiffres. Puis là, il y avait 360 puis 365. Puis là, je trouvais que ça faisait un peu Microsoft. J'ai juste enlevé un chiffre, puis j'ai gardé 36, puis j'ai dit ça va être ça. Mais après ça, j'ai lancé mon entreprise. Mais là, au départ, écoute, je faisais n'importe quoi. J'ai fait des sites web, j'ai fait de la stratégie de contenu, j'ai fait de la formation, j'ai fait du Google Ads. Écoute, j'ai tout ce que le monde venait, toutes les demandes qui venaient vers moi, tous les gens que je connaissais qui voulaient travailler avec moi, ils me demandaient, tu fais tout ça? Je disais oui. À un moment donné, je veux dire, j'avais pas de focus, j'avais pas de raison d'être, j'avais pas identifié de niche. Puis, en plongeant là-dedans, je me suis rendu compte, surtout en faisant des sites web, c'est que ça n'existe plus une personne qui fait des bons sites web. Il y a une personne qui peut faire des sites web, mais il va toujours avoir des lacunes parce qu'il va manquer quelque chose. Quelqu'un de très, très technique va faire des bons sites web qui vont être rapides, qui vont être fonctionnels, mais au niveau design, ça sera pas beau. Puis quelqu'un qui fait des beaux sites bien designés, ça répondra peut-être pas à des standards de design web aussi, ou il manque toujours quelque chose. Fait que je me suis dit, c'est une équipe que j'ai besoin. Puis c'était pas ça que j'avais envie de faire vraiment. Donc, en moins d'un an, je me suis retrouvé le bec à l'eau. J'avais plus de contrat, j'avais une cliente qui me devait beaucoup d'argent. Puis, j'étais en train de mettre en risque toute la vie familiale. Fait que, l'idée, c'était de pas faire planter toute l'affaire. J'ai dit à ma blonde, je vais juste me trouver une job, puis je vais voir ce qui se passe. Je me suis trouvé une job, puis c'est là où j'ai été introduit au monde du marketing automatisé puis des CRM pour les PME. Je connaissais déjà les CRM parce qu'on avait travaillé aux offices sur Salesforce. Je savais comment ça fonctionnait, gestion des processus d'affaires, etc. Mais je pensais que c'était des trucs réservés aux grandes entreprises. Donc, j'ai découvert ça. Je travaillais, la job que j'avais trouvé, c'était chez Technocompétences. Puis, ils se faisaient télécharger énormément de documents sur leur site web, des documents gratuits. Puis, ils me disaient, mais qui télécharge ça? Je dis, ben, je sais pas parce que vous avez jamais rien mis en place pour mettre une barrière à l'entrée. Donc, ils m'ont dit, ben, OK, trouve-nous un outil qui va gérer ça. Donc, j'ai fait une petite étude du marché. Puis, on a trouvé un outil. On était 2-3 sur un comité au bureau. On a trouvé un outil. On a dit, c'est ça qu'on recommande. On l'a acheté, on l'a implanté. Puis, à force de jouer là-dedans, j'ai fait, là, je trippe bien raide sur l'outil en tant que tel, puis de voir les possibilités qu'on a avec ça. Puis, j'en reviens pas qu'on ait ça à ce prix-là pour les PME. Là, j'ai fait, yes, j'ai trouvé ce que ça me prend pour faire 36. Donc, je suis resté 1 an dans cette job-là. Puis, j'ai fait, OK. Là, je pense que je sais où je m'en vais avec Phare 36. Donc, j'ai pas fermé ma business. Je l'ai jamais fermé. Je l'ai juste repris en main. Je suis revenu dedans. Puis à partir de là, ça, c'était
fin 2014, début 2015. Puis là, depuis ce temps-là, là, on est vraiment, je dirais, en feu. On fait du CRM, du marketing automatisé pour les PME. On a des clients au Québec et en France, puis ça va vraiment bien. Mais je dirais, on a été un peu avant-gardiste dans les offres qu'on a là, aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde qui offre des services au niveau de l'automatisation. Mais il y a 5 ans, il y a beaucoup de gens qui nous trouvaient parce que le logiciel qu'on vend, il y a presque juste des consultants anglophones qui offrent des services. Donc, nous, on l'offrait en français. Donc, ça nous a ouvert des portes immédiatement. Puis depuis ce temps-là, ça va très, très bien. Parfait. Puis, comment vous vous êtes adapté? Est-ce qu'il y a eu de l'adaptation à faire dans les dernières années, justement avec l'évolution du marché? On sait que c'est un marché vraiment qui est en constant changement, puis en plus avec la COVID-19 qui a frappé dans les derniers mois. Est-ce que pour vous, ça a eu un impact ou justement, ça s'est quand même bien déroulé? Ben, au niveau de l'évolution du marché, ce qui est important, c'est que toutes les solutions évoluent, puis le marché change pas tant, mais les solutions changent régulièrement. Donc, nous, on a fait le pari de se concentrer au début sur une seule solution, puis de la maîtriser le plus possible, puis d'être capable de livrer ce qu'on dit qu'on va faire. Parce que des fois, tu accotes des limites sur des plateformes que tu maîtrises pas. Moi, si j'étais, je sais pas, là, un plombier puis que je voulais un CRM, puis que quelqu'un me disait, ben écoute, je vais en étudier 15, puis je vais te revenir avec mes meilleures suggestions, puis après ça, on va faire tout ce que tu veux. J'aurais de la misère à savoir ce que je sais aujourd'hui, à faire confiance à quelqu'un comme ça, parce que chaque outil a ses limites au niveau de l'exécution de ce qu'on peut accomplir. Donc, c'est ça. Donc, on suit le marché. Nous, on a commencé avec une solution, puis on en a intégré 2 autres dans notre offre dans la dernière année. Mais on les étudie à fond avant. Puis quand on décide qu'on la vend à quelqu'un, c'est parce qu'on sait, on sait qu'on est capable d'accomplir les tâches qu'on veut avec. Mais on veut pas pogner des roadblocks avec nos clients puis dire finalement on aurait dû aller avec telle autre solution. Fait que c'est un des enjeux qu'on a. Puis en fait, ça m'a pris du temps avant de le réaliser, mais c'est toujours plus payant de mettre l'avant les services qu'on peut offrir, puis après ça, d'amener des solutions avec. Pendant des années, pendant des mois, là, je poussais la solution qu'on vend. Une des solutions qu'on vend, c'est Infusionsoft. J'ai comme, hey, Infusionsoft, j'en ai tellement parlé. Et les gens, à un moment donné, ils sont venus juste tanner, puis je veux dire, je parlais pas de mes services, je parlais de la solution. Puis ça passait juste pas. Mais on a changé d'approche. On parle beaucoup plus de nos services. Puis après ça, on fait rentrer les outils qu'on a besoin. Puis par rapport à la COVID, ben c'est sûr que ça nous a affecté un petit peu au mois d'avril quand même. Là, on a pogné un creux. J'ai dû faire une mise à pied temporaire. On est 5 en ce moment. Mais on a beaucoup de clients qui sont beaucoup retournés vers de la formation en ligne, des webinaires, des événements en ligne aussi. On a 2-3 clients qui font beaucoup d'événements physiques, mais là, ils étaient rendus à les faire en ligne. Donc, on n'a jamais programmé autant de webinaires depuis les derniers mois. Donc, les affaires ont repris, mais différemment. C'est-à-dire que les mandats ont changé beaucoup. Puis, les nouveaux clients qu'on avait, c'était souvent plus pour des trucs rapides. J'aimerais ça mettre tel truc en place. Tandis que nous, notre valeur ajoutée, c'est d'être plus présent dans l'équipe marketing du client, puis de l'accompagner sur une base hebdomadaire, parfois même quotidienne, mais souvent là, les plus gros comptes qu'on a, c'est en fait
on devient une partie intégrante de l'équipe marketing du client. Donc, là, ça, on en a moins vu pendant les derniers mois, mais je suis confiant que ça va revenir. Là, le saut vers le en ligne, là, les gens commencent vraiment à le réaliser, tu sais, que tu sois notaire, plombier, réparateur de spa, à un moment donné, ça peut pas être juste le téléphone qui sonne pour prendre des rendez-vous qui fonctionnent. Il faut que tu sois capable d'offrir d'autres choses. Puis c'est là où on agit. En plus justement d'être entrepreneur, athlète, tu es également auteur. Donc, tu as écrit il y a 5 ans Social Media Best Practices in Travel Marketing avec Frédéric Gonzalo. Comment cette opportunité-là s'est présentée? Et également, tu es en rédaction donc pour un deuxième ouvrage. Donc, comment tu vis ces expériences-là? Écoute, c'est bizarre parce que le premier livre, en fait, au tout début de Fort 36, j'ai collaboré avec Frédéric. On se connaissait parce qu'il était sur un conseil d'administration où je travaillais avant. Puis, quand j'ai démarré mon entreprise, je l'ai contacté comme ça, juste voir s'il y avait des mandats pour moi ou comment on pourrait collaborer. Puis, à un moment donné, il m'a écrit, il m'a dit, Philippe, j'aimerais ça qu'on écrive un livre, mais pas un petit e-book de 12 pages. Là. Il dit, je veux vraiment qu'on fasse un livre sur les meilleures pratiques des réseaux sociaux en marketing touristique. Mais il dit, je veux qu'on le fasse en anglais, il y a un marché pour ça, etc. Fait que j'ai pris... ça devait être à l'hiver 2014 environ. On a vraiment bûché pour préparer ce livre-là. Là, on a épluché chacun des réseaux sociaux principaux. On a sorti des statistiques d'utilisation, des exemples concrets de ce qu'une compagnie aérienne peut faire comme une petite auberge indépendante. On a compilé des statistiques, puis on a vraiment fait un livre là, qui était sous un format magazine avec beaucoup d'infographies. On a payé le montage de notre poche. Puis, à l'été 2015, on a fait le lancement, puis ça a vraiment eu un bon succès. On a fait un lancement à Québec, un lancement à Montréal, puis après ça, on le vendait en ligne aussi. Finalement, Tourisme Montréal, après 1 an ou 2, nous a rapprochés pour qu'on le réédite. Donc, on l'a tout réédité en 2017. Et puis là, c'était en anglais, comme tu as dit le titre tantôt. C'est un livre qui est en anglais. Et puis... après de l'avoir revendu à Tourisme Montréal, puis de l'avoir traduit en français, là, on s'est dit, ouais, il faudrait qu'on refasse de quoi en français, mais plus large que ça. Donc, vraiment d'aller vers les meilleures pratiques du marketing numérique pour les PME, c'est le titre du livre. Puis, c'est curieux qu'on en parle aujourd'hui, mais on faisait notre webinaire de lancement hier à la même heure. Donc, le livre a été lancé et puis en fait, l'origine de ça, c'est un peu notre collaboration ensemble, Frédéric Gonzalo et moi, mais c'est aussi, on voyait qu'il y avait un manque au niveau de l'éducation qui peut être fait sur les technologies puis les stratégies de marketing en ligne. Moi, les comparaisons que je fais, c'est, tu sais, avant, un chef d'entreprise se questionnait sur comment mieux faire sa publicité. Il n'y avait pas beaucoup d'options. C'est soit il allait dans le journal, soit il allait à la radio, soit il allait à la télévision. Puis là, tu avais différents budgets, puis tu avais différentes audiences selon si tu annonces pendant telle émission ou si tu annonces dans tel journal ou dans tel magazine, etc. Mais essentiellement, c'était simple. Tu achetais un espace publicitaire, puis tu savais exactement où il était. Puis si tu achetais un 30 secondes à la télé pendant lancer compte, ben tu t'assoyais, tu écoutais lancer compte, puis à un moment donné, tu voyais ton 30 secondes. T'sais. Puis si tu achetais une demi-page dans le Journal de Québec, ben tu achetais le Journal de Québec, puis tu voyais ta demi-page. Aujourd'hui, quand tu achètes de la pub sur Google Ads, tu peux peut-être la déclencher une fois, ta pub, mais tu la déclencheras peut-être pas 12 fois. Puis quand tu investis dans le SEO, puis tu tapes tel mot-clé, puis que tu sors pas premier, tu n'as pas toujours les bonnes raisons de t'énerver. Puis on se rendait compte que les entrepreneurs n'avaient pas d'outils simples pour bien comprendre, si je peux dire, pour bien comprendre toutes les implications qu'il y a dans le marketing numérique, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, si tu investis dans le SEO, comment ça marche, puis c'est quoi les bases puis les meilleures pratiques que tu peux mettre en application tout seul, puis avant d'engager des experts. Donc, tous les chapitres sont un peu faits comme ça. C'est comme, voici
comment ça fonctionne de base. Voici des bons exemples, puis voici des conseils que tu peux mettre en application toi-même avant d'engager la discussion avec une agence ou un consultant. Puis une autre façon de le voir, c'est juste, j'ai besoin d'avoir un aperçu global de tout ce que j'ai pour bien comprendre puis être capable de bien faire mes choix ensuite. Ça, il y a des parcelles à gauche, à droite d'informations que tu peux trouver, puis il y a sûrement un livre Google Ads pour les nuls. Mais le livre, dans le fond, ce qu'on démontre surtout dedans, ben c'est pas ce qu'on démontre, mais ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas de stratégie toutes mes œufs dans le même panier. Tu peux pas mettre tout ton cash en publicité sur Google Ads. Faut que tu doses avec, je sais pas moi, une présence sur Facebook. Puis après ça, si tu fais de la pub sur Facebook, c'est quoi les petits trucs à connaître pour accélérer un peu tes résultats avec ça? Puis, comment, en parallèle à ça, tu peux gérer ta présence sur Facebook. Des fois, les gens font pas de distinction entre de la pub que tu achètes sur Facebook puis des publications gratuites que tu fais sur Facebook. Moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai mis ça en publicité sur Facebook », je dis « T'as-tu payé? » Non, OK, tu as juste fait une publication, tu n'as pas payé. Donc, la durée de vie de ta publication, c'est pas la même chose qu'une pub, par exemple. Donc, le but, c'est ça, c'est vraiment de donner un aperçu global pour être capable de prendre les bonnes décisions. Mais tu vois, on a des étudiants à l'UQAM qui achètent notre livre en ce moment pour des cours en communication marketing. Donc, ça ne s'adresse pas juste à des chefs de PME, mais c'est pensé pour des chefs d'entreprise d'abord et avant tout. Très intéressant. Pour terminer cette entrevue, quels sont tes objectifs personnels, tant du point de vue sportif qu'avec Fort 36 pour les prochaines années? Ben écoute, j'ai plusieurs projets, je pense, comme tous les entrepreneurs, mais Fort 36 est sur une bonne lancée en ce moment au niveau de la croissance, puis j'aimerais vraiment ça en 2021 qu'on puisse ajouter une bonne croissance là, de 10 à 20 % puis peut-être aller chercher un ou deux joueurs d'équipe là, qui pourraient nous permettre là, de servir plus d'entreprises. Et puis, j'aimerais ça aussi. Ouais, on a beaucoup développé, curieusement, on a beaucoup développé sur le marché français nos activités. J'aimerais bien ça renforcer aussi notre positionnement au Québec. Là, je te compterai pas de mentir, on a des clients au Québec, là, mais j'aimerais ça en avoir plus. Puis, c'est là-dessus qu'on va miser au cours des prochains mois. Puis, au niveau des autres projets, écoute, j'ai plusieurs projets. Là. En plus d'être un fan de course à pied, je suis un fan de football américain. L'an dernier, là, j'ai organisé un premier voyage avec un de mes employés et amis, Denis. On a parti voyagedefoot.com, puis on a organisé un voyage à Chicago de 4 jours. Puis on allait voir une game à Green Bay, qui est pas loin de Chicago. Comme la Mecque du football américain. On est allé voir les Packers de Green Bay, c'est mon équipe. Puis quelques jours plus tard, on allait voir les Bears à Soldier Field à Chicago. Et puis, on voulait en refaire cette année. On avait checké toutes les possibilités de voyage. Là, puis là, ça marche pas. Mais j'ai bien l'intention de reprendre ça. Puis j'avais un peu la même idée avec la course à pied, c'est-à-dire récemment, là, j'ai fait une formation pour être coach en course à pied. Je voulais organiser des courses pour les gens qui veulent passer de 10 km à 21 km, puis leur permettre d'aller faire leur premier demi-marathon dans des événements de course un peu plus glamour que de courir dans un fond de rang au Québec. Je veux rien enlever aux événements au Québec, mais c'était plus pour rajouter une couche là, au fait de finir son premier demi-marathon. Par exemple, j'ai déjà couru un demi-marathon à Sedona, en Arizona, puis le décor est juste vraiment magnifique. Puis mon but, c'était peut-être de monter justement des équipes d'entrepreneurs qui veulent pas juste s'entraîner pour courir, mais aussi pour connaître d'autres entrepreneurs puis réaliser quelque chose avec d'autres entrepreneurs. Ce projet-là n'est pas encore super défini, comme tu peux t'en rendre compte, mais ça fait longtemps que j'y pense, puis j'ai fait une première étape.
Puis, écoute, pendant le confinement, je me suis remis beaucoup plus à la course à pied. Puis j'ai fait par moi-même, là, parce qu'il n'y a plus d'événements ou presque. J'ai fait 4 fois des demi-marathons. Mais j'aimerais vraiment, vraiment recommencer à faire des triathlons olympiques pour commencer. Mais je veux faire un Ironman complet avant d'avoir 50 ans, j'espère. Et puis, je veux dire, l'adrénaline, ou je sais pas si c'est de l'adrénaline, là, mais finir un triathlon, là, la première fois que j'ai fini un triathlon olympique à Magog, là, la joie que j'ai eue d'accomplir quelque chose de vraiment difficile et multidisciplinaire à la fois, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, en fait, à chaque fois que je finis une course, que je sois tout seul ou que ce soit un événement, pour moi, ça demeure quelque chose de vraiment le fun. Ça fait que c'est des choses que je veux créer à nouveau dans ma vie. Là. Pendant 2-3 ans, là, j'ai été blessé, puis j'étais un peu plus paresseux, ou en tout cas, je me laissais un peu plus aller, puis à un moment donné, j'ai repris le goût à la course. Là, puis ouais, c'est des choses qui sont sur mon roadmap. Là. J'espère que 2021, là, on va pouvoir dire bye-bye la COVID, puis retrouver je pense, tu fais-tu de la course, Amélie? J'en ai déjà fait un peu, jamais à ce niveau-là. Disons que c'est vraiment des plus petites courses. Tu sais, s'entraîner pendant 3 mois tout seul à courir, même plus que 3 mois, moi j'aime ça, ça fait mon bonheur. Mais après ça, se retrouver 10, 15, 20 000 personnes sur un fil de départ pour une course, c'est le fun en maudit. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis quand tu finis, tu dis salut à tout le monde que tu connais pas, qui ont fait la course avec toi. Puis, je veux dire, tu es juste content d'être là puis de côtoyer autant de monde en forme. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Oui, il y a effectivement une belle atmosphère dans ces événements-là. Donc, j'imagine même pas pour des Ironman ou demi-Ironman ou des triathlons, ça doit être vraiment assez exceptionnel. Ouais. Pour mettre fin à cette belle discussion, je vais te poser 3 petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Que le sport m'a enseigné? Hey. Ben écoute, c'est simple, c'est les objectifs. Je veux dire, quand j'ai décidé, moi, quand je prends une décision, je m'inscris à un événement. Je veux courir un marathon, je me suis inscrit au marathon d'Ottawa, puis j'ai mis en place mon entraînement, puis je me suis rendu. J'ai fait la même chose pour le demi-Ironman à Syracuse, puis moi, ça me prend des objectifs, puis après ça, je mets en place ce qu'il faut pour l'atteindre. Quel est ton plus beau souvenir sportif? J'en ai beaucoup, là, mais disons un en particulier. Quand j'ai fait mon demi-Ironman à Syracuse, je le faisais avec un ami de longue date, Patrick. Puis il a fini, je pense, 4 minutes avant moi. Puis au fil d'arrivée, il m'attendait. Il y avait le gars qui commente là, avec son micro, puis qui dit « on a Philippe Bussière qui arrive, blablabla. » Je finissais ma course, puis Pat, il était là, puis il m'attendait. Puis c'est comme « yes, on l'a eu. » C'est comme vraiment, vraiment le fun. Lui, il a continué, il a persévéré beaucoup dans le Ironman. J'aurais aimé ça le suivre, mais j'avais d'autres défis. Là. Mais ça a été vraiment un bel événement, mais il y en a plein d'autres. Puis, quel serait en fait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en entrepreneuriat? Il y a moyen de faire les deux dès le début. Il faut juste que les objectifs soient bien définis de chaque côté. C'est comme, tu veux courir un demi-marathon, c'est ça ton plan. Tu veux atteindre 150 000 de chiffre d'affaires, voici ton plan. Ou en tout cas, fais-toi coacher pour avoir un plan. Moi, là, j'ai réussi à accomplir des choses extraordinaires en course à pied puis en triathlon sans coach. Mais en affaires, ça m'a pris un peu plus de temps à réaliser que j'aurais peut-être dû prendre des coachs tout de suite en partant. Fait que fixe-toi des objectifs, trouve-toi un coach ou un mentor, mais laisse-toi aider parce que sinon, tu y arriveras pas. Mais le fait de s'entraîner, c'est pas un obstacle au développement de tes affaires. Au contraire, ça peut même t'ouvrir des portes. Mais pour les affaires, pour la business, trouve-toi un vrai coach puis paye-le. Là, je veux dire, trouve-toi pas des vidéos YouTube d'un coach puis t'écoutes les versions gratuites.
trouve un vrai coach. Moi, là, écoute, je pensais jamais pouvoir dire ça, mais je pense que j'en ai eu 4-5 là, dans les 3 dernières années. J'ai payé du monde pour apprendre puis accélérer notre croissance puis accélérer nos prises de conscience puis nos connaissances. C'est majeur pour un entrepreneur. Là, puis tu découvres des choses que tu n'aurais jamais pensé. Puis lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le disais dans un autre podcast là, il y a quelques mois, mais ma table de chevet a tellement changé entre le début de mon entreprise puis aujourd'hui. Avant, j'avais juste plein de romans puis des fictions puis des polars. Là, aujourd'hui, j'ai encore des fictions puis des polars, des trucs comme ça, mais par-dessus ça, là, j'ai tellement de livres de business, là, des livres sur comment faire grossir ton entreprise, comment faire du meilleur copywriting. Des fois, je vais beaucoup lire sur le marketing juste pour revalider des trucs que je sais déjà ou pour essayer de capturer des choses qui m'ont peut-être manqué. Là. Ça fait que, ouais, pour ta business, là, te faire coacher puis lire, c'est très, très, très important. C'est parfait, mais merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié, très, très intéressant. C'est le fun aussi de parler avec quelqu'un, c'est ça, qui a quand même de l'expérience dans différentes sphères. Donc, c'était vraiment très plaisant. Merci pour ton temps. Merci, Amélie, ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Philippe Bussière pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 83e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Natacha Gagné, une kinésiologue, chroniqueuse, conférencière et plus encore qui est très impliquée depuis son tout jeune âge dans le monde du sport. Ne manquez pas ça!